Constantinople respirait l'intrigue comme d'autres hommes respirent l'air. Dans les ruelles étroites serpentant du Grand Palais jusqu'à l'hippodrome, dans les couloirs de marbre où des eunuques murmuraient des secrets valant plus que l'or, dans les chambres parfumées où des sénateurs négociaient leur loyauté comme des marchands troquèrent des épices, l'Empire byzantin se dévorait lui-même. C'était l'année 468 après Jésus-Christ, et la cité, qui avait jadis été le cœur du monde romain, palpitait désormais au rythme irrégulier d'un moribond. Léon Ier, l'empereur, siégeait sur le trône avec l'autorité de celui qui avait bâti son pouvoir sur des cadavres et des cendres, mais même lui savait que la couronne posée sur sa tête était trop lourde pour être portée longtemps. L'Empire était cerné par des ennemis. Les Vandales dominaient la Méditerranée occidentale comme des pirates couronnés. Les Ostrogoths pressaient les frontières septentrionales. Et à l'intérieur même des murailles de Constantinople, des hommes ambitieux aiguisaient leurs couteaux dans l'ombre. Parmi eux se trouvait Basiliscus, général de l'Empire, beau-frère de l'empereur lui-même par son mariage avec sa sœur Verina. Il arpentait les salles du palais avec la posture de celui qui porte des destins entre ses mains. Grand, au regard perçant et à la voix qui commandait l'attention en toute assemblée, Basiliscus était le genre d'homme devant qui les autres s'inclinaient, non par crainte de son épée, mais par peur de ce que ses paroles pourraient déclencher. Il connaissait chaque sénateur par son nom, savait qui devait des faveurs, qui complotait dans l'ombre, qui pouvait être acheté et qui devait être éliminé. La cour byzantine était un labyrinthe d'alliances fragiles et de trahisons inévitables, et Basiliscus y naviguait comme s'il connaissait chaque pierre, chaque piège, chaque passage secret. Mais quelque chose le rongeait de l'intérieur, quelque chose qu'aucune quantité de pouvoir ou d'influence ne parvenait à assouvir. Il regardait le trône et ne voyait pas Léon, mais lui-même. Il voyait la pourpre impériale envelopper ses propres épaules. Il voyait le diadème sur son propre front. Il voyait le monde s'incliner devant lui, non comme un général, non comme le beau-frère de l'empereur, mais comme l'empereur en personne. Cette vision le hantait le jour et l'empêchait de dormir la nuit, murmurant des promesses de gloire, si proches qu'il croyait presque pouvoir les toucher. Verina, son épouse et sœur de l'empereur, partageait cette ambition. C'était une femme à la beauté froide et à l'intelligence tranchante, du genre à voir le pouvoir non comme une fin en soi, mais comme un outil pour façonner le monde à sa guise. Ensemble, dans leurs appartements privés, loin des oreilles curieuses de la cour, ils ourdissaient des plans. Ils discutaient de qui pouvait être un allié, qui devait être neutralisé, comment la succession pouvait être manipulée. L'Empire, convenait-il, avait besoin d'un chef fort et qui mieux que Basiliscus, un général ayant commandé des légions, comprenant aussi bien la guerre que la politique et portant le sang impérial dans ses veines par le mariage. Le problème était Léon. Le vieil empereur respirait encore, commandait encore, maintenait encore l'Empire uni grâce à la force de sa volonté et à la loyauté d'hommes clés dans l'armée et au Sénat. Mais Léon vieillissait et le temps était le seul ennemi qu'aucun empereur ne pouvait vaincre. Basiliscus pouvait attendre. Il savait attendre. Il avait la patience du serpent enroulé guettant le moment propice pour frapper. En attendant, il consolidait son pouvoir. Il nommait des alliés à des postes stratégiques, distribuait des faveurs comme un homme sème des graines en espérant une future récolte, tissait un réseau de loyauté qui un jour pourrait devenir une armée. Constantinople ne dormait pas. Dans les tavernes proches du port, des soldats ivres débattaient des rumeurs circulant en ville. On disait que l'Empire était affaibli, que les Vandales se moquaient de Byzance, qu'il fallait agir. Sur les marchés, les marchands se plaignaient des impôts écrasant leurs affaires, accusaient l'empereur de ne pas protéger les routes commerciales, murmuraient qu'il était peut-être temps d'un changement. Dans les églises, les prêtres prêchaient sur la décadence morale, rongeant l'Empire de l'intérieur, affirmant que Dieu mettait à l'épreuve la foi des Byzantins. Et partout, le nom de Basiliscus était prononcé. Certains le voyaient comme la solution, un général fort capable de restaurer la gloire de l'Empire. D'autres le voyaient comme une menace, un homme dangereusement ambitieux, plaçant sa propre grandeur au-dessus du bien commun. Mais tous s'accordèrent sur un point,
Basiliscus était un homme à surveiller. La cité était un organisme vivant, palpitant, où chaque rumeur pesait son poids, où chaque mot pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Les eunuques du palais, vêtus de soie et arborant des sourires énigmatiques, étaient les véritables maîtres de l'information. Ils savaient qui couchait avec qui complotait quoi, quelles alliances se formaient et lesquelles allaient s'effondrer. Et beaucoup de ces eunuques devaient leur loyauté à Basiliscus, soit parce qu'il les avait généreusement récompensés par le passé, soit parce qu'ils pariaient sur lui comme étant l'avenir. Dans le grand palais, sous les plafonds couverts de mosaïques brillant à la lueur de 1000 bougies, Léon recevait ses conseillers. Il parlait des Vandales, de la manière dont Genséric, le roi barbare, contrôlait l'Afrique du Nord et utilisait sa flotte pour attaquer les côtes de l'Empire. Ils évoquaient la nécessité d'une réponse militaire décisive, affirmant que l'Empire ne pouvait permettre à des barbares de dicter leurs conditions. Léon écoutait en silence, ses yeux fatigués, mais encore vigilants, sachant que chaque décision pouvait être la dernière. Puis quelqu'un proposa le nom de Basiliscus pour mener l'expédition. Après tout, c'était un général compétent, expérimenté au commandement, et sa loyauté envers la famille impériale était incontestable. Léon regarda son beau-frère, assis parmi les autres nobles, et vit quelque chose dans les yeux de Basiliscus qui le troubla. Mais l'empereur était las, et le besoin urgent. Il acquiesça. Basiliscus serait le commandant de la plus grande expédition militaire que Byzance eût rassemblée depuis des décennies. Ce serait sa chance de prouver sa valeur, de s'entourer de gloire, de devenir non seulement un général, mais un héros de l'Empire. Alors que les préparatifs commençaient, tandis que les navires étaient rassemblés et les soldats mobilisés, Basiliscus sentait le poids du destin sur ses épaules. C'était son opportunité. Le succès en Afrique signifierait qu'aucun homme dans l'Empire n'aurait plus de prestige, plus de pouvoir, ni plus de droit au trône, lorsque Léon mourrait enfin. Mais dans les ombres de la cour, d'autres hommes observaient. D'autres ambitieux, d'autres comploteurs, d'autres qui rêvaient aussi de la pourpre impériale. Et tous savaient que Basiliscus s'apprêtait à jouer le jeu le plus dangereux de tous, où la victoire signifiait tout, et la défaite non seulement la mort, mais l'oubli. Le serpent allait bientôt montrer ses crocs. La flotte était une vision qui faisait s'arrêter les hommes pour contempler la puissance de Byzance. Plus de 1000 navires emplissaient le port de Constantinople, leurs voiles formant une forêt de tissus s'étendant à perte de vue. C'étaient des trirèmes de guerre dotés d'éperons de bronze, prêts à déchirer les coques ennemies. Des navires de transport chargés de provisions pour des mois et des embarcations plus petites servant de messagers et d'éclaireurs. Sur les ponts, plus de 100 000 hommes se préparaient à la guerre, des soldats vétérans ayant combattu aux frontières de l'Empire, des mercenaires recrutés de toutes les régions du monde connu, des archers, des lanciers et de la cavalerie transportés sur des navires spécialement aménagés. Le trésor impérial avait été vidé pour financer cette expédition. On disait que plus de 64 000 livres d'or avaient été dépensés. Une fortune qui faisait trembler les sénateurs à l'idée des conséquences en cas d'échec. Mais personne ne parlait d'échec. Comment une force aussi massive, aussi bien équipée, aussi nombreuse pouvait-elle échouer à écraser les Vandales? Basiliscus se tenait sur le pont de son navire amiral, observant les derniers préparatifs avec l'expression d'un homme portant le destin de l'Empire sur ses épaules. Il portait son armure cérémonielle, polie jusqu'à briller comme de l'or liquide sous le soleil, sa cape pourpre flottant dans la brise marine. Autour de lui, les officiers couraient en tous sens, criant des ordres, s'assurant que chaque détail fût parfait. C'était la plus grande expédition militaire que Byzance eût organisée depuis les jours glorieux de l'Empire, et Basiliscus en était le commandant. Il savait ce qui était en jeu. Il savait que le succès l'élèverait au-dessus de tout autre homme dans l'Empire, qu'il reviendrait en conquérant, en celui qui aurait restauré l'honneur byzantin. Mais il savait aussi, bien qu'il ne l'admette à personne, que bien des choses pouvaient mal tourner. Genséric, roi des Vandales, n'était pas un simple barbare. C'était un stratège rusé,
un homme ayant bâti son royaume sur les ruines des anciennes provinces romaines d'Afrique du Nord, contrôlant Carthage et exploitant sa position stratégique pour dominer la Méditerranée occidentale. La flotte appareilla au son des fanfares et dans une grande cérémonie. Des prêtres bénirent les navires, l'empereur Léon en personne vint sur le quai souhaiter la victoire à son beau-frère, et des foules se rassemblèrent pour voir le départ de cette impressionnante armada. C'était l'année 468 après Jésus-Christ, et Byzance misait tout sur un seul coup. La traversée fut longue. Pendant des semaines, la flotte navigua en Méditerranée, faisant escale dans des ports amis pour se ravitailler, évitant les tempêtes, maintenant sa formation. Basiliscus passait ses journées dans sa cabine à étudier des cartes, à consulter ses officiers, à planifier la campagne. Ils attaqueraient Carthage directement, le cœur du royaume vandale. Une fois la capitale tombée, le reste du territoire s'effondrerait. C'était un plan simple, direct, et avec la force dont disposait Basiliscus, il semblait impossible d'échouer. Mais lorsque la flotte aperçut enfin les côtes d'Afrique du Nord, lorsque les soldats commencèrent à débarquer sur les plages, quelque chose n'allait pas. Genséric ne les attendait pas avec son armée. Il n'y avait pas de bataille préparée, aucune défense organisée. La côte semblait étrangement vide, les cités côtières abandonnées. C'était comme si les Vandales avaient simplement disparu. Basiliscus aurait dû se méfier. Il aurait dû envoyer des éclaireurs, faire preuve de prudence, se rappeler que Genséric n'avait pas conquis l'Afrique du Nord en étant stupide. Mais l'ambition est un puissant poison, et Basiliscus était ivre de visions de gloire. Il ordonna à la flotte de mouiller trop près de la côte, tandis qu'il attendait que ses troupes terrestres s'organisent. C'est alors que Genséric frappa. Les Vandales avaient chargé de petites embarcations de matériaux inflammables, bois secs, pois, huile, tout ce qui pouvait brûler. Pendant la nuit, tandis que les Byzantins dormaient à bord de leurs navires ancrés, les Vandales poussèrent ces embarcations enflammées vers la flotte. Le vent leur était favorable, soufflant les flammes directement au cœur de l'armada byzantine. Le feu se propagea à une vitesse terrifiante. En quelques minutes, des dizaines de navires étaient en flammes. En une demi-heure, des centaines. La mer se transforma en un enfer liquide, les eaux reflétant les flammes montant vers le ciel nocturne. Des hommes hurlaient, sautaient des ponts en feu dans la mer, où beaucoup se noyaient sous le poids de leurs armures. L'odeur de chair brûlée mêlée au bois et à la poix formait un nuage toxique, étouffant les poumons. Le chaos était total. Basiliscus observait depuis son navire amiral, paralysé par l'horreur. Sa flotte, sa magnifique flotte, était détruite sous ses yeux. Il criait des ordres, mais personne ne pouvait l'entendre par-dessus le rugissement des flammes et les cris des mourants. Certains capitaines tentèrent de couper les ancres et de s'éloigner, mais le vent continuait de pousser les embarcations enflammées vers eux. D'autres essayèrent d'éteindre le feu avec de l'eau de mer. Une tâche impossible quand le feu se nourrissait de pois et d'huile. Toute la nuit, l'enfer continua. À l'aube enfin, l'étendue de la catastrophe apparut. Plus de 600 navires avaient été détruits. Des dizaines de milliers d'hommes avaient péri, brûlés vifs ou noyés. Les survivants étaient choqués, traumatisés par ce qu'ils avaient vu. L'eau était jonchée de débris. Des corps carbonisés flottaient parmi les restes calcinés de ce qui avait été la plus grande flotte jamais rassemblée par Byzance. Basiliscus survécut. Son navire amiral avait réussi à échapper au pire des flammes et il ordonna immédiatement la retraite. Il n'y avait plus d'expédition, plus de campagne, plus de rêve de conquête. Il ne restait que la fuite, le retour à Constantinople pour affronter les conséquences. Le voyage de retour fut un cauchemar. Les navires survivants étaient bondés de soldats secourus en mer, beaucoup blessés, tous démoralisés. Les provisions manquaient, l'eau était rationnée. Des hommes mouraient d'infections causées par les brûlures, d'autres abandonnaient tout simplement la vie, leurs yeux vides, fixés sur l'horizon. Et dans sa cabine, Basiliscus faisait face à la réalité de ce qu'il avait fait. Il avait détruit la flotte byzantine. Il avait gaspillé une fortune du trésor impérial. Il avait causé la mort de dizaines de milliers de soldats. Et pourquoi? Aucune conquête, aucune victoire, aucune gloire. Rien que des cendres et la mort.
Quand la flotte arriva enfin à Constantinople, quand Basiliscus débarqua et posa le pied sur les pierres du quai, il ne fut pas accueilli par des célébrations, mais par le silence. Ce silence était plus assourdissant que toute accusation. Léon le convoqua immédiatement au palais. L'audience fut brève et brutale. L'empereur ne cria pas, ne fit aucune scène. Il regarda simplement son beau-frère avec un mépris glacé et déclara que Basiliscus était relevé de tous ses commandements militaires. Il conserverait ses titres en raison de son mariage avec Verina, mais ne commanderait plus jamais de soldats. Basiliscus quitta le palais humilié, détruit, mais quelque chose avait changé en lui. L'ambition, autrefois un feu maîtrisé, s'était transformée en quelque chose de plus sombre, de plus désespéré. Il avait perdu sa chance de gloire à la guerre, mais il existait d'autres voies vers le pouvoir. Et s'il ne pouvait conquérir le trône par des victoires militaires, il le conquérait par la conspiration et la trahison. L'échec en Afrique ne fut pas la fin de Basiliscus. Ce fut seulement le début de sa transformation en quelque chose de bien plus dangereux qu'un général ambitieux. Ce fut le moment où il renonça à toute prétention à l'honneur et décida que le trône serait sien, peu importe combien devraient mourir pour cela. Léon mourut en janvier de l'année 474, après Jésus-Christ, après un règne ayant maintenu l'Empire uni par la seule force de sa volonté. Son petit-fils, Léon II, un enfant de 7 ans à peine, fut élevé au trône. Mais un enfant ne pouvait gouverner un empire cerné par des ennemis et rongé par les intrigues. Aussi son père, Zénon, fut-il nommé co-empereur. Zénon était un général isorien, originaire d'une région montagneuse d'Anatolie, considéré par beaucoup à la cour constantinopolitaine comme un barbare à peine déguisé. Il avait épousé Ariane, fille de Léon, et grâce à ce mariage, avait accédé au cercle impérial. Mais il ne fut jamais véritablement accepté par l'aristocratie byzantine. Son accent étrange, ses manières rustres, son origine tribale que l'élite jugeait à peine supérieure à celle de bandits de montagne, tout cela en faisait une cible facile pour le mépris et la conspiration. Basiliscus vit son opportunité. Après le désastre en Afrique, il avait passé des années dans l'ombre, observant, attendant, tissant secrètement des alliances. La mort de Léon et l'accession de Zénon étaient exactement ce dont il avait besoin. Le nouvel empereur était impopulaire, vulnérable, dépourvu de la base de pouvoir que Léon avait construite au fil des décennies. Et Basiliscus possédait un atout puissant, son épouse Verina, mère de l'impératrice Ariane et sœur du défunt Léon. Verina haïssait Zénon. Elle voyait en son gendre un usurpateur, un homme n'ayant aucun droit de siéger sur le trône qu'avait occupé son frère. Pour elle, Zénon incarnait tout ce qui n'allait pas dans l'Empire, un homme de basse extraction s'étant élevé au-dessus de sa condition par le mariage et des manœuvres militaires. Et elle avait ses propres projets pour le trône, un amant nommé Patricius. Mais Basiliscus était plus rusé. Il laissa Verina croire qu'il soutenait ses plans, approuvant ses idées lors de réunions privées, murmurant des encouragements. Mais en secret, il poursuivait sa propre stratégie. Il ralliait des sénateurs mécontents, des commandants militaires réticents à servir sous un isorien, des marchands lésés par les politiques économiques de Zénon. Basiliscus était un maître à dire à chacun exactement ce qu'il voulait entendre. Aux sénateurs aristocrates, il parlait de restaurer la dignité de l'Empire et d'écarter les barbares du pouvoir. Aux militaires, il promettait des salaires plus élevés et plus de respect. Au peuple ordinaire, il peignait Zénon comme un étranger indifférent à la souffrance des citoyens de Constantinople. La propagande fonctionna. Les rues commencèrent à bouillonner de ressentiment contre l'empereur isorien. Des graffitis apparaissaient sur les murs. Dehors le barbare, Byzance aux Byzantins. Il y avait des émeutes sur les marchés, des affrontements entre partisans de Zénon et ses opposants. La cité était au bord de la guerre civile. Le petit Léon II mourut en novembre de l'année 474, après Jésus-Christ, quelques mois seulement après son couronnement. Les circonstances furent suspectes. Beaucoup murmurèrent du poison, mais rien ne fut prouvé. Avec la mort de l'enfant,
Zénon devint le seul empereur, ce qui ne fit qu'intensifier l'opposition contre lui. C'était précisément ce dont Basiliscus avait besoin. En l'année 475 après Jésus-Christ, tandis que l'hiver enveloppait Constantinople de son manteau glacé, la conspiration atteignit son point culminant. Basiliscus rassembla ses forces, assura le soutien de la garde palatine grâce à de généreux pots de vin et prépara son coup. Quand il frappa, ce fut avec une précision chirurgicale. Des troupes fidèles à Basiliscus encerclèrent le grand palais pendant la nuit. À l'aube, Constantinople se réveilla pour découvrir qu'elle avait un nouvel empereur. Zénon, réalisant qu'il était cerné et trahi même par des hommes en qui il avait confiance, prit la seule décision pouvant le sauver. Il s'enfuit. Emportant son épouse Ariane et une poignée de fidèles, l'empereur s'échappa par les tunnels secrets serpentant sous le palais et quitta la ville avant que Basiliscus ne puisse le capturer. Zénon se réfugia en Isaurie, ses montagnes natales, où il pourrait rassembler des forces et planifier son retour. Mais pour l'heure, Constantinople était entre les mains de Basiliscus. L'usurpation fut rapide et relativement sans effusion de sang. Verina, comprenant trop tard qu'elle avait été manipulée, tenta de promouvoir Patricius comme empereur, mais Basiliscus la devança. Il agit rapidement pour consolider le pouvoir, et avant qu'elle ne puisse réagir, il portait déjà la pourpre impériale. Verina fut furieuse, mais impuissante. Son propre mari l'avait trahi, l'utilisant pour accéder au pouvoir, avant de rejeter ses projets, comme s'ils n'avaient aucune importance. Le couronnement de Basiliscus eut lieu à Sainte-Sophie, la grande cathédrale de Constantinople. Il entra dans le temple sous le regard de milliers de personnes. Le patriarche posa le diadème sur sa tête et les foules crièrent des acclamations. Mais tous ne criaient pas avec joie. Il y avait quelque chose de forcé dans les célébrations, quelque chose de faux. Le peuple de Constantinople était pragmatique, avait vu des empereurs venir et repartir, et beaucoup se demandaient combien de temps celui-ci durerait. Pourtant, pour l'instant, Basiliscus était empereur. Il avait attendu des années ce moment, avait survécu au désastre d'Afrique, avait patiemment œuvré dans l'ombre, et enfin, le trône était sien. Assis dans la salle du trône impérial, vêtu de la pourpre tant désirée, Basiliscus s'accorda un instant de triomphe. Il avait gagné. Mais tandis qu'il célébrait, des messagers arrivaient avec des nouvelles de l'Est. Zénon était vivant et rassemblait des forces en Isaurie. L'empereur déposé n'accepterait pas passivement son sort. Basiliscus écarta ces nouvelles d'un geste arrogant. Zénon n'était qu'un fugitif, un homme sans pouvoir, sans ressources. Que pouvait-il faire contre un empereur contrôlant Constantinople et son trésor? Mais c'était une question que Basiliscus aurait dû prendre plus au sérieux, car sous-estimer Zénon serait son erreur la plus grave. L'Isaurien était un survivant, un homme ayant gravi les montagnes pour atteindre le trône impérial grâce à sa détermination et à sa ruse. Et il n'avait aucune intention de laisser un usurpateur garder ce qui lui appartenait. Pour l'instant, toutefois, Constantinople appartenait à Basiliscus. Le serpent avait atteint le sommet et allait bientôt découvrir que conserver le pouvoir était bien plus difficile que de le conquérir. L'Empire avait changé de main, mais l'histoire n'était pas encore terminée. Et dans l'ombre, des forces commençaient déjà à se dresser contre le nouvel empereur. Le pouvoir absolu révéla Basiliscus tel qu'il était vraiment. Loin d'être le chef fort qu'il avait promis d'être, loin de restaurer la gloire byzantine qu'il avait tant proclamée, il se révéla un tyran mesquin, vaniteux et totalement incompétent pour gouverner un empire. Ses premiers actes sur le trône furent de confisquer les biens de tous ceux associés à Zénon, remplissant le trésor impérial de richesses volées tout en se faisant une légion d'ennemis parmi l'aristocratie. Mais Basiliscus ne se contenta pas de punir les partisans de Zénon. Il commença à exécuter ou exiler quiconque il jugeait une menace, réelle ou imaginaire. Des sénateurs ayant loyalement servi l'Empire pendant des décennies se retrouvèrent accusés de trahison sur la base de preuves fabriquées ou même de simples rumeurs. Les exécutions devinrent si courantes
que le peuple de Constantinople les surnomma les divertissements matinaux de l'empereur. La corruption fleurit comme jamais auparavant. Basiliscus nommait à des postes importants non les hommes les plus compétents, mais ceux qui lui versaient les pots de vin les plus élevés ou qui lui prodiguaient l'adulation la plus extrême. Un commandant militaire à peine capable de tenir une épée fut placé à la tête des défenses de la cité simplement parce qu'il était le cousin d'un allié de Basiliscus. Un administrateur connu pour son incompétence et sa cruauté fut nommé préfet de la ville parce qu'il avait prêté de l'or à l'empereur. Les conséquences furent désastreuses. L'administration de l'Empire commença à s'effondrer. Les impôts n'étaient plus correctement perçus car les collecteurs étaient corrompus et incompétents. Les routes tombèrent en désuétude faute d'argent pour leur entretien, tout l'or étant détourné vers les poches de Basiliscus et de ses favoris. L'armée, déjà démoralisée par le désastre d'Afrique des années plus tôt, vit ses soldes retardés, tandis que des officiers nommés pour des raisons politiques vendaient des provisions militaires pour s'enrichir. Mais le pire poison au cœur du régime de Basiliscus était son épouse, Zénonis. C'était une femme aux ambitions illimitées et à l'absence totale de sagesse politique, du genre à voir l'Empire comme son jouet personnel. Zénonis interférait constamment dans les décisions d'État, murmurait à l'oreille de Basiliscus, promouvait ses propres favoris, créait des factions au sein de la cour. Elle organisait des fêtes extravagantes, tandis que le peuple souffrait de la faim, paradait dans Constantinople avec des bijoux valant plus que le budget annuel d'une province entière, et traitait quiconque n'appartenait pas à la plus haute aristocratie comme un insecte sous ses pieds. Le peuple commença à les haïr. Dans les rues de Constantinople, les conversations passèrent de l'enthousiasme initial pour la chute de Zénon à un ressentiment croissant. Les prix des denrées alimentaires grimpèrent en flèche car les marchands devaient payer des pots de vin toujours plus élevés aux fonctionnaires corrompus de Basiliscus simplement pour faire entrer leurs marchandises en ville. Des boulangeries fermèrent car elles ne pouvaient plus payer les nouveaux impôts arbitraires. Le chômage augmenta car les ateliers et manufactures ne pouvaient plus fonctionner sous le poids d'une bureaucratie corrompue. Les mêmes personnes qui avaient crié des acclamations lors du couronnement de Basiliscus crachaient désormais dès que son nom était mentionné. À l'hippodrome, où le peuple exprimait traditionnellement ses opinions aux empereurs, commencèrent à retentir des huées, d'abord timides et isolées, puis de plus en plus fortes et organisées. Basiliscus tenta d'acheter la loyauté des foules en distribuant du blé gratuit et en organisant des jeux somptueux, mais la ruse ne fonctionna pas. Les gens acceptaient le pain gratuit, puis insultaient le donateur dès qu'il lui tournait le dos. Les jeux à l'hippodrome devinrent des occasions de manifester contre l'empereur. Les supporters des Bleus et des Verts, factions normalement mortellement ennemies, s'unissant dans le mépris partagé pour Basiliscus. L'armée était tout aussi mécontente. Des soldats ayant soutenu le coup d'État contre Zénon commencèrent à se demander s'ils avaient fait le bon choix. Ils se souvenaient de Zénon comme d'un général compétent, comprenant la vie militaire, ayant servi dans les rangs avant d'accéder au commandement. Basiliscus, en revanche, était surtout connu pour la catastrophe d'Afrique. Et maintenant, en tant qu'empereur, il démontrait encore moins de compétences. Les ordres militaires étaient contradictoires, les défenses importantes négligées et le moral s'effondrait. Dans les provinces, la situation était encore pire. Des gouverneurs nommés par Basiliscus arrivaient avec des cortèges de parasites, tous déterminés à extraire le maximum de richesses possible avant que le régime ne s'effondre inévitablement. Les impôts étaient triplés, les propriétés confisquées sous des prétextes ridicules, et toute protestation était écrasée avec brutalité. Des provinces ayant été loyales à Byzance pendant des siècles commencèrent à envisager la rébellion. N'importe quoi valait mieux que le gouvernement de Basiliscus. Mais l'empereur lui-même semblait aveugle à tout cela. Il passait ses journées dans le grand palais, entouré de flatteurs, lui disant ce qu'il voulait entendre, convaincu qu'il gouvernait bien. Quand des conseillers plus avisés tentaient de l'alerter sur les problèmes croissants, Basiliscus les rejetait comme des traîtres ou des pessimistes. Il vivait dans une bulle d'illusion, où tout allait parfaitement bien
et où il était un grand empereur admiré de tous. Dans ses rares moments de lucidité, généralement tard dans la nuit lorsqu'il était seul, Basiliscus ressentait une inquiétude grandissante. Il savait, au fond de lui, que les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Mais son ambition, son orgueil, ne lui permettaient pas d'admettre l'échec. Il avait tant attendu le trône, avait tout risqué pour le conquérir. Accepter qu'il détruisait l'Empire par son incompétence aurait été admettre que tout son effort avait été vain. Alors, il refusait de voir la vérité, la repoussant comme un homme chasse un cauchemar. Constantinople sombra peu à peu dans le chaos. Il y avait des émeutes sur les marchés à cause des prix exorbitants des aliments. Des bandes de criminels opéraient ouvertement car la garde de la cité était corrompue et désorganisée. Des maladies se propageaient dans les quartiers pauvres, faute d'argent pour entretenir les aqueducs et le système d'assainissement. La grande cité, autrefois fierté de l'Empire, se transformait en une ombre d'elle-même. Et tandis que Constantinople souffrait, quelque part dans les montagnes d'Isaurie, Zénon observait et attendait. Il recevait régulièrement des rapports sur le désastre qu'était le règne de Basiliscus, sur le mécontentement croissant, sur les fissures apparaissant dans la base de pouvoir de l'usurpateur. Et Zénon souriait, car il savait qu'un empire ne pouvait être gouverné par l'arrogance et l'incompétence. Il savait que la chute de Basiliscus n'était qu'une question de temps. Le règne de la peur détruisait Byzance de l'intérieur, et le pire restait à venir. La religion était le cœur battant de l'Empire byzantin. Ce n'était pas seulement une affaire de foi personnelle, mais la véritable colle unissant l'Empire, la justification divine du pouvoir impérial, le langage commun reliant des provinces lointaines. Un empereur byzantin n'était pas seulement un chef politique ou militaire, il était le représentant de Dieu sur terre, le protecteur de la vraie foi chrétienne. Touché à la doctrine religieuse, c'était touché aux fondations mêmes de l'Empire. Basiliscus, dans son arrogance infinie, décida précisément de le faire. Il croyait pouvoir résoudre les divisions religieuses, tourmentant l'Empire par un édit impérial, imposant l'unité par la force politique. C'était une idée catastrophiquement naïve, mais personne à la cour n'osait le dire à l'empereur. Le problème central était le monophysisme. Une doctrine théologique affirmant que le Christ n'avait qu'une seule nature divine, contrairement à la position orthodoxe établie au concile de Chalcédoine en l'année 451 après Jésus-Christ, qui affirmait que le Christ possédait deux natures, humaine et divine. Cela semble une distinction technique, du genre de débat n'intéressant que des théologiens dans des tours d'ivoire. Mais au 5e siècle, de telles questions pouvaient provoquer des guerres civiles. Des provinces entières étaient divisées entre chalcédoniens et monophysites. Des évêques s'excommuniaient mutuellement. Des moines se battaient dans les rues à cause d'interprétations divergentes de la nature du Christ. Basiliscus, cherchant à gagner le soutien des populations monophysites d'Égypte et de Syrie, régions riches et essentielles à l'Empire, publia un édit en l'année 475 après Jésus-Christ, rejetant essentiellement les conclusions du concile de Chalcédoine. Il pensait agir avec astuce, gagnant ainsi le soutien de millions de monophysites tout en consolidant son pouvoir. Ce qu'il ne prévit pas, ce fut la réaction explosive du reste de l'Empire. Le patriarche de Constantinople, Acace, fut horrifié. C'était un homme ayant consacré sa vie à défendre l'orthodoxie chalcédonienne, voyant tout écart de cette doctrine comme une hérésie mortelle. Quand l'édit de Basiliscus fut proclamé, Acace fit quelque chose d'extraordinaire. Il revêtit des habits de deuil, couvrit la cathédrale Sainte-Sophie de drap noir et se mit à prêcher contre l'empereur comme s'il prêchait contre l'Antéchrist lui-même. L'effet fut dramatique. Constantinople, déjà mécontente de Basiliscus pour des raisons économiques et politiques, avait désormais une cause religieuse pour s'unir contre lui. Des foules se rassemblaient à Sainte-Sophie pour entendre Acace dénoncer l'empereur comme un hérétique. Les moines, toujours une force puissante dans les rues de Constantinople, commencèrent à organiser des protestations. Ils marchaient dans les avenues principales portant des icônes et chantant des hymnes, criant que Basiliscus avait trahi la vraie foi.
Des manifestations prirent de l'ampleur. Des milliers de personnes envahissaient les places, non plus seulement pour se plaindre des impôts ou de la corruption, mais accusant l'empereur de condamner leurs âmes immortelles. Dans une société où la religion imprégnait chaque aspect de la vie, où l'on croyait sincèrement que l'hérésie pouvait entraîner une damnation éternelle, c'était l'accusation la plus grave possible. Basiliscus tenta de réprimer les protestations par la force, mais découvrit que même la garde impériale refusait d'attaquer des moines et des prêtres. Il tenta de soudoyer Acas pour qu'il retire son opposition, mais le patriarche refusa tout compromis. Il essaya d'argumenter qu'il cherchait à unifier l'Empire, mais ses paroles tombaient dans l'oreille d'un sourd. La question religieuse devint la goutte d'eau. Des sénateurs ayant accepté à contre-cœur le gouvernement de Basiliscus, malgré son incompétence, avaient désormais une excuse parfaite pour l'abandonner. Des généraux, restés neutres, déclarèrent maintenant qu'ils ne pouvaient servir un empereur hérétique. Même des membres de sa propre famille commencèrent à prendre leur distance. Verina, son épouse, qui le haïssait déjà pour l'avoir trahi politiquement, ajouta désormais un zèle religieux à son ressentiment. L'armée, en particulier, était furieuse. Les soldats byzantins croyaient aller au combat avec Dieu à leur côté, leur cause étant juste car défendant la vraie foi. L'idée de combattre pour un empereur considéré comme hérétique était intolérable. Des unités entières commencèrent à déclarer qu'elles ne suivraient plus les ordres de Basiliscus. Certains officiers entrèrent en contact secret avec Zénon en Isaurie, demandant si l'empereur déposé serait prêt à revenir s'il obtenait un soutien militaire. Dans les provinces orientales, où le monophysisme était populaire, l'édit de Basiliscus reçut un certain appui. Mais même là, les gens étaient assez pragmatiques pour comprendre que l'empereur était plus intéressé par le pouvoir politique que par la vérité théologique. Et quand il devint clair que l'édit causait plus de problèmes qu'il n'en résolvait, même les monophysites commencèrent à se demander si Basiliscus était vraiment leur champion. Basiliscus paniqua. Réalisant enfin l'ampleur de son erreur, il tenta de revenir sur son édit. Il publia un contre-édit réaffirmant les principes de Chalcédoine, espérant ainsi apaiser l'opposition. Mais il était trop tard. Sa rétractation ne fit que le faire paraître faible et indécis, un empereur sans conviction réelle, changeant d'avis comme une girouette. Acas accepta la rétractation, mais le mal était fait. Le peuple de Constantinople avait vu Basiliscus exposé comme hérétique et aucune rétractation ne pouvait effacer cette tâche. L'autorité morale de l'empereur, déjà contestée à cause de sa corruption et de son incompétence, était désormais complètement détruite. Dans les tavernes et sur les marchés, les gens parlaient ouvertement de la nécessité d'un nouvel empereur. Dans les églises, les prêtres prêchaient des sermons sur la manière dont Dieu punissait les souverains impies. Dans les casernes, les soldats spéculaient sur le retour imminent de Zénon et sur s'ils devraient le soutenir. Le trône d'or de Basiliscus, déjà branlant à cause des problèmes politiques et économiques, vacillait maintenant violemment. La question religieuse avait transformé le mécontentement en opposition active, donnant aux ennemis de Basiliscus une bannière morale autour de laquelle se rassembler. Et dans chaque crise, à chaque moment de faiblesse, des voix murmuraient le même nom, Zénon. L'Isaurien, l'homme que Basiliscus avait méprisé comme un barbare, allait bientôt être vu comme un sauveur. Car aussi mauvais que Zénon puisse paraître aux yeux de l'aristocratie constantinopolitaine, au moins n'était-il pas un hérétique incompétent. Au moins savait-il gouverner. Au moins sous Zénon, l'Empire ne s'effondrait pas. Basiliscus avait commis l'erreur fatale de transformer sa lutte pour le pouvoir en une lutte pour l'âme de l'Empire. Et dans cette lutte, il perdait de façon spectaculaire. La chute spirituelle de l'empereur était complète et sa chute politique n'était plus très loin. Les montagnes d'Isaurie gardèrent des secrets que l'élite de Constantinople ne comprendrait jamais. Ici, entre des défilés rocheux et des villages fortifiés, Zénon avait passé sa jeunesse. Il connaissait chaque sentier, chaque passage étroit, chaque famille tribale. Quand il s'enfuit de Constantinople en tant qu'empereur déposé, il ne fuyait pas comme un lâche, mais comme un stratège. Il retourna à sa base de pouvoir,
là où sa parole comptait encore, où des hommes se battraient pour lui, non parce qu'ils étaient payés, mais parce qu'il était l'un des leurs. Pendant plus d'1 an, tandis que Basiliscus se détruisait lui-même à Constantinople, Zénon œuvra. Il rassembla des guerriers isoriens, des hommes durs comme les montagnes qui les avaient façonnés. Il entra en contact avec des commandants militaires restés fidèles, entretint une correspondance secrète avec des partisans à Constantinople, construisit un réseau d'alliés n'attendant que le moment propice pour agir. Et il observait, toujours observait, recevant des rapports sur chaque erreur commise par Basiliscus, sur chaque nouvelle raison pour le peuple de le rejeter. Le moment arriva, en l'année 476, après Jésus-Christ. Zénon marcha de nouveau vers Constantinople à la tête d'une armée grossissant chaque jour. Des provinces restées neutres envoyèrent désormais des troupes pour le rejoindre. Des généraux ayant servi Basiliscus changèrent de camp, amenant leurs unités entières. La marche devint une avalanche, une force irrésistible balayant tout sur son passage. Mais la plus grande arme de Zénon n'était pas ses soldats. C'était la réputation de Basiliscus. Alors que l'armée approchait de Constantinople, la cité bouillonnait d'anticipation. Dans les rues, les gens parlaient ouvertement du retour de Zénon, spéculant sur ce qui se passerait à son arrivée. Y aurait-il une bataille, un siège, un bain de sang dans les rues? Mais quelque chose de surprenant se produisit. Quand Zénon arriva enfin aux portes de Constantinople, quand son armée se posta devant les anciennes murailles théodosiennes ayant protégé la cité pendant des générations, les portes s'ouvrirent. Il n'y eut ni résistance, ni bataille. Le peuple de Constantinople décida simplement qu'il préférait Zénon à Basiliscus. Les gardes des portes, censés défendre la cité, s'effacèrent simplement. La garde palatine, censée protéger l'empereur, se dissout. Des officiers ayant juré fidélité à Basiliscus découvrirent soudain qu'ils avaient toujours été loyaux à Zénon. C'était une trahison massive, un effondrement total du régime de Basiliscus, survenant non par la force, mais simplement parce que personne n'était prêt à mourir pour le défendre. Basiliscus, observant depuis les murs du grand palais tandis que Zénon entrait triomphalement dans la cité, comprit enfin la vérité. Il n'avait jamais eu de véritables alliés. Tous ceux qui l'avaient soutenu, qui s'étaient inclinés devant lui et avaient proclamé sa grandeur, n'étaient que des opportunistes voyant en lui un moyen d'accéder au pouvoir et à la richesse. Maintenant que ce chemin menait à une chute, ils en choisissaient simplement un autre. Même Verina, sa propre épouse, refusa de l'aider. Quand Basiliscus lui envoya des messagers pour qu'elle intercède auprès de Zénon, elle répondit qu'elle n'avait pas de mari, que l'homme portant ce nom était mort depuis longtemps, remplacé par un tyran hérétique méritant tout ce qui allait lui arriver. C'était un rejet absolu, définitif, de la femme qu'il avait utilisée pour accéder au pouvoir. Les derniers jours du régime de Basiliscus furent pathétiques. Il courut à travers le palais, essayant de rassembler du soutien, offrant des fortunes à quiconque resterait à ses côtés, faisant des promesses de plus en plus désespérées et manifestement vides. Ses propres serviteurs commencèrent à disparaître, fuyant avant que Zénon n'arrive et ne les punisse par association. Les trésors que Basiliscus avait accumulés par confiscations et corruptions étaient désormais inutiles, car il n'y avait plus personne à acheter. Son épouse Zénonis fit une crise nerveuse, alternant entre crise de larmes et accès de rage impuissante. Ses enfants, ayant vécu comme des princes pendant le bref règne, faisaient désormais face à un avenir incertain et terrifiant. Le palais, autrefois centre du pouvoir impérial, devint une prison, ses couloirs résonnant des pas d'un empereur abandonné. Quand il devint évident qu'il n'y avait plus d'échappatoire, que Zénon était dans les rues de Constantinople salué comme un libérateur, Basiliscus prit la seule décision qui restait. Lui et sa famille s'enfuirent vers l'église Sainte-Sophie, invoquant le droit sacré d'asile. Selon la tradition byzantine, les églises étaient des lieux inviolables, où même les criminels condamnés pouvaient trouver refuge temporaire. Basiliscus espérait que Zénon respecterait cette tradition, qu'il lui accorderait au moins la vie en échange de son abdication. C'était un espoir vain.
Zénon entra dans le grand palais et commença immédiatement à annuler tout ce que Basiliscus avait fait. Les édits furent abrogés, les propriétés confisquées rendues, les officiers corrompus destitués. La cité respira de soulagement, sentant que le cauchemar était enfin terminé. Mais Zénon ne voulait pas de miséricorde. Il avait été forcé de fuir sa propre capitale, avait passé plus d'1 an en exil dans les montagnes, tandis qu'un usurpateur siégeait sur son trône. Ce n'était pas une offense qu'on pouvait pardonner. Des messagers furent envoyés à l'église où Basiliscus s'était réfugié. Ils lui promirent le pardon, lui assurèrent que sa vie serait épargnée s'il sortait volontairement. Basiliscus, désespéré, les crut. Il sortit de l'église avec sa famille, s'attendant à l'exil ou à l'emprisonnement, quelque chose qui lui permettrait de survivre. Ce fut la dernière erreur de sa vie. Zénon n'avait jamais eu l'intention de tenir ses promesses. Dès que Basiliscus quitta le sanctuaire sacré, lui et sa famille furent capturés. Ils ne furent pas exécutés immédiatement. Cela aurait été trop miséricordieux. Au contraire, ils furent ramenés dans la même église d'où ils venaient de sortir. Puis, sur ordre direct de Zénon, les soldats scellèrent l'entrée. Ils bloquèrent les portes avec des pierres et du mortier, murèrent les fenêtres, coupèrent tout accès à l'eau et à la nourriture. Basiliscus et sa famille furent laissés à l'intérieur de l'église pour mourir lentement de faim et de soif, tandis que Constantinople poursuivait sa vie de l'autre côté des murs. C'était une sentence de mort cruelle et calculée, conçue non seulement pour tuer, mais pour torturer, pour faire sentir à Basiliscus chaque instant de sa fin approcher. Le traître avait été trahi, et son châtiment serait à la mesure de ses crimes. Les premiers jours furent les pires. Basiliscus, Zénonis et leurs enfants arpentèrent les couloirs vides de l'église, criant à l'aide qui ne viendrait pas. Ils entendaient les bruits de Constantinople dehors, la vie continuant normalement tandis qu'ils mouraient lentement. Ils frappaient aux portes scellées jusqu'à s'en faire saigner les mains, imploraient de l'eau à travers les fissures des murs, priaient pour un miracle qui ne venait pas. La soif vint d'abord. En quelques jours, leur gorge était si sèche qu'ils pouvaient à peine parler. Ils léchaient l'humidité des murs de pierre, tentèrent de recueillir la rosée matinale, mais ce n'était pas suffisant. Leurs lèvres se fendillaient, leur langue enflait. Le corps humain peut survivre des semaines sans nourriture, mais seulement quelques jours sans eau. Zénonis fut la première à perdre la raison. Elle commença à halluciner, voyant de l'eau là où il n'y en avait pas, parlant à des gens qui n'étaient pas là. Ses cris résonnaient dans l'église, un son tourmentant les autres prisonniers. Elle accusait Basiliscus de les avoir condamnés, le rendait responsable de chaque décision les ayant menés à ce destin. Et il n'avait pas de réponse, car elle avait raison. Les enfants dépérirent en silence. Des enfants ayant grandi dans des palais, n'ayant jamais connu la privation, mouraient maintenant de la manière la plus cruelle. Basiliscus tentait de les réconforter, de rester fort, mais comment un père peut-il consoler des enfants qu'il tue par sa propre ambition? Chaque respiration faible était une accusation, chaque regard vide, un rappel de tout ce qu'il avait détruit. Basiliscus passa ses derniers jours à réfléchir. Assis sur le sol froid de l'église, trop faible pour beaucoup bouger, son esprit vagabondait à travers sa vie. Il se souvenait de l'expédition contre les Vandales, revoyait les flammes consumant sa flotte, entendait les cris des hommes mourants. Il se souvenait du coup d'État contre Zénon, du moment de triomphe où la couronne avait été posée sur sa tête. Il se souvenait de chaque décision cruelle, de chaque acte de corruption, de chaque instant où il avait choisi le pouvoir au lieu du principe. Et maintenant, à la fin, tout semblait absurdement dénué de sens. Il avait trahi l'Empire, détruit des vies, souillé son âme. Et pourquoi? 1 an et demi de pouvoir avant de mourir de soif dans une église. Aurait-il été préférable de rester un général obscur? Aurait-il été mieux d'accepter l'échec en Afrique et de vivre le reste de sa vie dans une humble obscurité? Mais l'ambition est un poison qui n'autorise pas de telles pensées, et quand enfin il atteignit la clarté, il était trop tard pour que cela ait de l'importance. La mort vint lentement.
D'abord, Zénonis cessa de respirer, son corps cédant enfin à la déshydratation et à la dénutrition. Les enfants suivirent, un à un, leurs vies innocentes éteintes par le crime d'avoir eu le mauvais père. Basiliscus fut le dernier, son corps robuste d'ancien général résistant plus longtemps que les autres, prolongeant l'agonie. Quand il mourut enfin, plusieurs jours après sa famille, ce fut seul dans l'obscurité, entouré des cadavres de ceux qu'il aurait dû protéger. Il fallut plusieurs jours avant que quelqu'un n'ouvre l'église. Quand les soldats de Zénon brisèrent enfin les scellés et entrèrent, ils découvrirent une scène d'horreur. Les corps gisaient dans la nef, desséchés et tordus dans leur position finale. L'air était fétide de l'odeur de décomposition. Il n'y eut ni cérémonie, ni funérailles impériales. Les corps furent discrètement emportés et enterrés dans des tombes anonymes, comme si Basiliscus et sa famille n'avaient jamais existé. Zénon ordonna que le nom de Basiliscus soit effacé de tous les documents officiels. Les inscriptions mentionnant son bref règne furent mutilées, les pièces à son effigie fondues, les édits qu'il avait publiés brûlés. C'était comme si l'Empire tentait d'oublier qu'il avait existé, d'effacer les 20 mois de chaos et d'humiliation que son règne avait représentés. Mais la mémoire subsista. Les chroniqueurs, ces scribes enregistrant l'histoire de l'Empire pour les générations futures, ne furent pas aussi cléments. Ils écrivirent sur Basiliscus en des termes assurant qu'il serait rappelé non comme empereur, mais comme exemple de tout ce qu'un dirigeant ne devait pas être. Incompétent, corrompu, hérétique, traître, chaque mot était choisi pour détruire toute trace de legs positif qu'il aurait pu avoir. Ils le comparèrent au pire tyran de l'histoire romaine, le plaçant aux côtés de Néron et de Caligula en infamie. Et ce faisant, ils firent de Basiliscus plus qu'un homme ayant échoué. Ils en firent un symbole, une leçon, un avertissement gravé dans la mémoire collective de l'Empire. Dans les décennies et les siècles suivants, quand des empereurs prenaient des décisions difficiles, quand des généraux envisageaient la rébellion, quand des ambitieux rêvaient du trône, le nom de Basiliscus était invoqué. Les conseillers murmuraient « Souviens-toi de ce qui est arrivé à Basiliscus ». Les prêtres prêchaient des sermons, utilisant son histoire comme parabole sur les dangers de l'orgueil. Les parents racontaient à leurs enfants l'histoire du général ayant vendu son âme pour le pouvoir et mort de soif dans une église. Le nom devint maudit, un symbole de trahison et d'échec si puissant qu'aucun Byzantin sensé ne nommerait jamais plus un fils Basiliscus. C'était comme si le nom lui-même portait une malédiction, une marque de destin sombre. Et peut-être en portait-il une, car Basiliscus ne laissa aucun legs positif, aucune conquête, aucune contribution à la civilisation byzantine. Tout ce qu'il toucha se transforma en cendres. La flotte qu'il commanda fut brûlée. L'empire qu'il gouverna sombra dans le chaos. La famille qu'il aurait dû protéger mourut par sa faute. Même les trésors qu'il accumula furent restitués ou dispersés. Aucun monument ne subsista. Aucune statue ne fut érigée. Aucun édifice ne porta son nom. Il traversa l'histoire comme un fantôme, ne laissant derrière lui que destruction. Les historiens modernes se demandent parfois si Basiliscus fut vraiment aussi mauvais que les chroniqueurs byzantins le dépeignirent, s'ils n'exagérèrent pas ses défauts pour faire paraître Zénon meilleur en comparaison. Mais même en tenant compte de ce biais, le constat est clair. Basiliscus eut toutes les opportunités qu'un homme puisse désirer. Position, relations, ressources, et les gaspilla toutes par incompétence et arrogance. Il ne fut pas détruit par des forces extérieures ou la malchance, mais par ses propres défauts de caractère. Et c'est là la leçon finale de son histoire. L'Empire byzantin, avec toute sa complexité et ses contradictions, ne pardonnait pas l'incompétence. Il pouvait tolérer la cruauté, accepter l'ambition, voire vivre avec une trahison occasionnelle. Mais il ne pouvait survivre à un dirigeant, ne sachant pas gouverner, plaçant son propre ego au-dessus du bien de l'État, détruisant les institutions mêmes qui le maintenaient au pouvoir. Basiliscus fit tout cela et en paya le prix ultime.
Son histoire demeure comme l'un des avertissements les plus sombres dans la longue et sanglante histoire de l'Empire byzantin. Non une histoire de gloire ou de conquête, mais d'ambition démesurée conduisant à la ruine inévitable. Le traître de Constantinople eut son moment de triomphe, mais ce ne fut qu'un instant, un éclair avant l'obscurité éternelle. Et quand l'obscurité l'engloutit enfin, l'Empire continua sans lui, à peine conscient de son absence, comme un organisme rejetant un membre malade. Le nom Basiliscus signifie « petite vipère » en grec, c'est approprié. Il fut un serpent ayant mordu la main qui le nourrissait, empoisonnant l'empire qu'il aurait dû servir et finalement écrasé sous le poids de ses propres trahisons. Et comme toutes les serpents écrasés, il ne resta de lui qu'une trace de venin et un souvenir de danger. L'Empire ne pardonne pas ceux qui vendent leur âme pour le pouvoir.